La dernière fois que Nikki a manqué un remboursement, les usuriers ont pris sa voiture. La prochaine fois, ils ont promis de lui briser les genoux. Et ce n'était pas le genre d'homme à plaisanter sur leurs intentions. Cette motivation suffisait pour suivre le conseil de son ami Silvio, qui l'avait conduit à errer dans une ruelle inconnue au milieu de la nuit. Silvio lui avait dit de surveiller le cygne, qu'il saurait le reconnaître. Ce type faisait des miracles, capable de changer ta chance à 180 degrés quand il voulait. Ce faiseur de miracles était celui qui avait aidé Silvio à se remettre sur pied après la mort de sa mère. Et maintenant, Silvio avait un immense villa en banlieue et une Mustang décapotable. Mais est-ce que quelqu'un pouvait vraiment accomplir le miracle de changer la chance de Nikki? Il cligna des yeux et se retrouva dans une pièce sombre. Il ne se souvenait pas être entré dans cette pièce, mais sa mémoire lui faisait défaut ces derniers temps, probablement à cause du stress, de l'alcool et des stimulants. La pièce était élégante et minimaliste, dominée par 3 objets, une chaise en bois, un grand bureau en acajou et une autre chaise derrière celui-ci. Non, le mot « chaise » ne semblait pas convenir. C'était plutôt un trône avec une armature en laiton et un rembourrage violet royal. Nikki avait vaguement l'impression qu'on lui avait demandé de s'asseoir en entrant. Il obéit et prit place sur la plus modeste chaise en bois devant le bureau. « Une mauvaise passe, hein, Nikki ?» La voix le surprit. Il leva les yeux et vit un inconnu assis sur le trône en face. C'était un homme mince, au visage anguleux, aux cheveux noirs lissés en arrière, vêtu d'un costume à rayures qui semblait coûteux. L'homme sourit. Quelque chose chez lui gênait Nikki. « Je ne vous ai pas dit mon nom, » dit Nikki. « Vous l'avez dit à ma réceptionniste en entrant, » répondit l'étranger sans hésiter. « Essayez de suivre. » « Alors, qu'est-ce qui vous amène dans mon petit coin du monde ? » Personne ne vient à mon bureau si la vie a été facile. Nikki se gratta l'arrière de la tête, évitant de croiser le regard de l'homme assis de l'autre côté du bureau. Ses yeux sombres semblaient transpercer Nikki, comme si quelqu'un se tenait derrière lui. « J'ai fait quelques mauvais investissements, » dit-il. Le sourire de l'étranger sembla s'élargir à ce mot « investissement ». « Alors c'est comme ça qu'on l'appelle, n'est-ce pas ?» Il pouvait vraiment voir à travers Nikki. « Quelques mauvais paris, précisa-t-il, aux courses, puis j'ai emprunté de l'argent et j'ai fait encore quelques mauvais paris. » Et maintenant, son esprit, soudain assailli par des pensées de passage à tabac, de mutilation, de son corps criblé de balles retrouvées sur une berge quelque part, se disait « Je suis dans de beaux draps. » L'étranger ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit non pas une feuille de papier, mais ce qui ressemblait à un parchemin authentique, accompagné d'une plume à la Harry Potter et d'un encrier. Nikki dut s'empêcher de rire face à l'absurdité de la situation. « Heureusement pour toi, Nikki, les ennuis, c'est ma spécialité, » dit-il en trempant le bout de sa plume dans l'encrier. « Aucun trou n'est trop profond, je le dis toujours. Lorsque tu es dans ce trou, tu n'es pas en position de critiquer la corde qu'on te lance, n'est-ce pas? » Il n'était pas sûr d'avoir compris, mais il acquiesça. Quand ton ami Silvio est venu me voir, il était dans un sale état. Des habitudes trop coûteuses, cet homme-là. Voiture rapide, femme facile, le char de l'indigence. Heureusement, j'ai pu le remettre sur la bonne voie. Comment va sa mère, Nikki? Il a penché la tête. Elle est décédée après une brève maladie, je crois. L'étranger réprima un sourire en coin, puis força une moue compatissante. Oh, bien sûr, comme je suis étourdi. J'ai tellement de fer au feu, c'est facile d'en oublier quelques-uns. L'étranger griffonna frénétiquement sur le parchemin, retrempant parfois la pointe de sa plume. Nikki ne distinguait pas les mots de sa place, mais il devait admettre que, malgré la vitesse de l'étranger, son écriture restait magnifique. « Je t'aime bien, Nikki. Tu me fais penser à moi à certains égards, » dit-il, sans détourner ses yeux sombres du parchemin. « La grande différence, c'est que tu choisis des chevaux lents. Moi, non. » Heureusement, je peux t'aider là-dessus, Nikki se redressa sur sa chaise. Il craignait que ce soit encore un autre usurier, lui offrant un soulagement temporaire en échange d'un créancier dangereux de plus. Il avait appris à ses dépens que prendre l'approche d'un système de Ponzi pour rembourser des usuriers était une bonne façon de se faire tuer. « 5 non, dit l'étranger. Chevaux. Je veux dire, c'est mon offre. Les chances sont faibles, mais tu gagneras gros si tu prends des risques. » « Comment peux-tu savoir ça ?» demanda Nikki. L'étranger s'arrêta et leva les yeux. Il parlait avec une telle certitude étrange que cela glaça véritablement Nikki jusqu'aux os. Ces simples mots
Je sais qu'il n'y aura pas de questions supplémentaires et je suis juste, dit l'étranger, tout en continuant d'écrire ce qui devait être un contrat sur le parchemin. Je vais te donner 5 noms, et en échange, tout ce que je demande, ce sont 5 noms. On ne peut pas faire plus équitable que ça. 5 noms. Des noms de quoi? L'étranger haussa les épaules. Des livres, des films, des endroits, des simples connaissances. Nikki n'avait aucune idée de pourquoi il prenait une affirmation aussi folle au sérieux, mais un mauvais pressentiment au fond de lui disait que c'était réel. Il devait s'assurer de ne pas se faire avoir ici. Aucun ami proche, aucun membre de la famille, et je ne veux pas non plus oublier mon nom. L'étranger sourit, laissant voir ses dents étrangement de travers. « Oh, tu es doué. Je savais qu'il y avait une raison pour laquelle je t'aimais bien. Tu as ma parole. Tout cela est hors limite. » L'étranger griffonna jusqu'en bas du parchemin, y traça une ligne, puis retourna le parchemin et le poussa vers Nikki de l'autre côté du bureau. Cela décrivait précisément l'accord qu'ils venèrent de discuter, les noms de 5 chevaux gagnants en échange de 5 noms donnés par Nikki, à l'exclusion de la famille, des amis proches et de son propre nom. Cela semblait être un marché équitable. « Il suffit de signer sur la ligne, et l'affaire est conclue, » dit l'étranger. « Cela pourrait être le premier jour du reste de votre vie. » Élevé dans la foi catholique, une part de lui voulait déchirer le papier et fuir la pièce. La part de lui qui ne voulait pas finir au fond de la baie locale. Vêtu des dernières Nike, il savait que le béton n'était pas une option. Nikki prit la plume et signa son nom. « Bon choix, mon ami, » dit l'étranger pour une fois. « Tu as misé sur le bon cheval. » Une partie de lui s'attendait à ce que tout cela soit une mauvaise blague, jusqu'à ce qu'il parie le peu d'argent qu'il lui restait sur le premier cheval de la liste de l'étranger. Ce n'était pas le favori, loin de là. Alors quand il a gagné, et a gagné gros, Nikki s'est soudain retrouvé avec un gain incroyable qui l'attendait. En réinvestissant et pariant sur le deuxième cheval, il a rapidement amassé assez d'argent pour rembourser les Sharks avec intérêt. Il a misé le reste sur le troisième cheval, qui a encore gagné et triplé la fortune de Nikki. Tout ce que l'étranger avait dit s'est avéré vrai. La recommandation de Silvio avait sauvé la vie de Nikki et l'avait améliorée au-delà de toute mesure. Mais dans toute son excitation, Nikki ne s'est jamais demandé si Silvio s'était relevé après la mort de sa mère ou à cause de la mort de sa mère. S'il avait fait ce lien, il n'aurait sans doute pas conclu ce marché et sa vie aurait pu être différente. Les remboursements étaient aussi faits. Il ne pouvait même pas espérer se souvenir du nom de l'acteur principal de son film préféré. Même lorsqu'il regardait leur page IMDb, le nom était flou, illisible. Il avait l'air d'un idiot en conversation lorsqu'il ne pouvait pas non plus se souvenir du nom du président, mais il était prêt à encaisser ce coup à son orgueil lors des discussions. À mesure que son compte en banque grossissait de plus en plus, ce qui lui paraissait un peu mesquin, il a aussi perdu le nom Jack Daniels, et donc sa commande de boisson préférée. Avec 2 paris restants, le monde appartenait à Nikki. Dès le 4e cheval, sa richesse est devenue indécente, même s'il avait oublié le nom de son comptable, compliquant la gestion. Il y avait de nombreux comptables disponibles avec qui il pouvait s'arranger. Le dernier nom sur la liste semblait presque le narguer. Il était assez riche pour ne plus avoir besoin de ce pari. Peut-être qu'en renonçant à cette course, il ne perdrait pas un autre nom. Plus il y pensait, plus cela lui semblait être une affaire. Il pouvait bien perdre un autre nom sans importance. Il aurait plus d'argent qu'il ne pourrait dépenser, ruinerait les bookmakers et rentrerait chez lui en riant. Pourquoi pas? Nikki a fait ce 5e pari et s'est senti comme un dieu quand le cheval en lequel personne d'autre ne croyait a jailli des stalles comme l'éclair. Les gains étaient astronomiques. Les termes de l'accord étaient maintenant remplis. Nikki pouvait fêter ça. Cette nuit-là, il l'a fait. Il a offert une tournée à tout le bar et a tellement fait la fête qu'il peinait à tenir debout, et encore moins à conduire. Alors, cette nuit-là, il a décidé de rentrer chez lui en titubant, en chantant pour lui-même, sachant qu'à partir de maintenant, il vivait la belle vie. Sauf que, alors qu'il errait dans une rue isolée, à quelques pâtés de maison de chez lui, il a été accosté par un agresseur armé d'un 38 spécial. Nikki avait tardé à donner son portefeuille et, avant de réaliser, se retrouvait allongé dans le caniveau avec 2 balles dans le torse, saignant abondamment. Heureusement, l'agresseur de Nikki n'a pas pris son téléphone. Il l'a sorti de sa poche avec des doigts qui s'engourdissaient rapidement. Il a appelé les secours, déclarant avoir été blessé par balle et nécessité une ambulance immédiatement.
Donnez-nous votre position, monsieur. Nous envoyons quelqu'un immédiatement. A déclaré l'opérateur avec urgence. Je suis sûr. La langue de Nicky semblait se figer dans sa bouche. C'était si simple, il avait juste besoin de leur dire sur quelle rue il était. Oh non, il ne se souvenait plus du nom de la rue dans laquelle il était allongé. Monsieur, excusez-moi, monsieur. Je suis sûr, Oh non. Alors que le téléphone tomba de la main de Nicky, il aurait juré que quelque part, il pouvait entendre l'inconnu de l'autre côté du bureau rire alors que ses yeux se fermaient et que tout devenait froid. On ne devrait jamais s'attendre à un résultat positif d'un pacte faustien, même si vous n'avez jamais lu Marlowe ou Goethe. De nombreux civils qui ont commis l'erreur de croiser la route de SCP-738, également connue sous le nom de marché du diable, l'ont appris à leurs dépens. Pour un œil non averti, cette anomalie n'est guère plus qu'un ensemble de meubles, une simple chaise devant un bureau en acajou, avec derrière une chaise de style trône ornée. Sans la présence d'un être humain, rien d'anormal ne se produirait ici. Mais lorsque vous ajoutez un élément humain intrinsèquement enlisé dans les préjugés, les peurs et les désirs, une sorte de magie terrible commence à opérer. Quiconque s'assoit sur la chaise sans ornement négociera avec une mystérieuse entité puissante apparaissant sur le trône. L'apparence de cette entité changera selon la personne, prenant toujours une forme digne de confiance pour elle. Fait intéressant, l'être ne peut être perçu que subjectivement par la personne engagée dans la négociation. Il reste invisible et intangible pour tout observateur extérieur. Tout ce que nous pouvons voir en étudiant les interactions avec SCP-738, ce sont le parchemin, la plume et l'encrier. Ils flottent hors du bureau et semblent écrire d'eux-mêmes. Au fait, nous avons pu prélever quelques échantillons du parchemin et nous avons découvert depuis qu'il est fabriqué à partir de peau humaine. Peut-être ne devrions-nous pas être surpris. Comme souvent avec un pacte démoniaque, cela ne vaut généralement même pas le papier en peau humaine sur lequel c'est écrit. Vous obtiendrez ce qui vous a été promis, à la lettre près, mais ce qu'on vous prendra sera souvent bien plus important. L'entité semble prendre un plaisir sadique et stéréotypé à piéger des personnes désespérées avec des failles rusées et malveillantes. Étonnamment, ou peut-être sans surprise, selon votre point de vue, SCP-738 a été trouvé dans le bureau d'un cardinal catholique, un cadeau qui lui avait été offert directement par le pape de l'époque en échange de ses services extraordinaires. Nous n'avons pas les accords du pape ou du cardinal, mais nous avons de la documentation. Sur 7 tests distincts menés par la Fondation, utilisant un mélange de personnel de classe D et de chercheurs. D'autres tests ont été stoppés, car les pouvoirs de distorsion de la réalité de l'entité la rendaient trop dangereuse. Tous les membres du personnel de classe D utilisés lors des tests de SCP-738 partagent un facteur commun. Soit un développement psychologique incroyablement limité, soit des scores exceptionnellement bas aux tests d'intelligence. Ce choix, bien que discutable sur le plan éthique à certains égards, a été fait dans l'intention de s'assurer que personne ayant une intention potentiellement anti-fondation n'aurait la capacité de comprendre le pouvoir destructeur qui lui est confié. Lors du premier test, un chercheur s'est assis sur la chaise, lorsqu'un homme en costume rouge et or est apparu. Il a commencé à faire des promesses extravagantes pour garantir le succès de sa carrière de chercheur, allant jusqu'à promettre une promotion au Conseil O5. Heureusement, le chercheur a compris que tout ce qui brille n'est pas d'or, et s'est précipité hors de la pièce, mettant fin à l'accord avant qu'il ne commence vraiment. D'autres, ayant moins de retenue, n'ont pas eu cette chance. Le test a été réalisé sur un membre du personnel de classe D, qui a indiqué que l'entité était apparue sous forme d'une femme séduisante. On lui a promis la liberté hors de l'installation en échange de la mort de son meilleur ami, et il a accepté. Un membre du personnel de classe D est mort subitement, et celui ayant accepté le marché a disparu. L'entité ne l'avait pas très bien caché, il a donc été retrouvé et capturé dans une ville voisine plus tard dans l'après-midi. À ce stade, il aurait été logique de limiter nos pertes et d'arrêter les tests. Mais les chercheurs principaux sur le dossier ont décidé de ne pas suivre cette voie et ont plutôt fait venir un autre sujet de classe D. Cette fois, l'entité lui a offert le pouvoir de ne plus jamais être retenu en confinement, en échange des souvenirs de sa mère décédée. L'accord a été accepté et le sujet de classe D a reçu une force monstrueuse, ce qui a entraîné un combat brutal qui a causé la mort de 12 membres du personnel, ainsi que du classe D lui-même. Les chercheurs ont placé un sujet de classe D particulièrement déficient intellectuellement dans la chambre de test pour la prochaine expérience. Et l'entité a saisi cette occasion pour enfoncer le couteau dans la plaie. Il a trompé le classe D en échangeant un délicieux repas contre son jouet réconfortant, un lapin en peluche nommé Mopsy.
Après l'accord, un repas raffiné est apparu tandis que Mopsy disparaissait, causant une grande détresse au sujet de classe D. Comme il semblait inconsolable, les chercheurs ont acheté un autre jouet lapin identique pour le donner au sujet de classe D. Mais dès qu'il a nommé le jouet Mopsy, il a de nouveau disparu, conformément aux termes du marché passé avec l'entité. Étant donné que cela semblait particulièrement méchant, même pour un démon, la Fondation a décidé de faire du prochain test une bonne vieille épreuve de destruction, en l'attaquant par divers moyens. La seule attaque qui a réellement semblé endommager un des meubles était celle d'une hache, ce qui a provoqué la mort immédiate de l'attaquant. Après le premier coup, le meuble a commencé à guérir lentement de ses blessures au cours des jours suivants. Lors du test suivant, ils espérèrent découvrir l'identité de l'entité derrière tout cela. Un chercheur a entamé une nouvelle négociation et a simplement demandé « Qui êtes-vous » En réponse, l'entité a pris la forme d'un serpent géant et terrifiant et a dit « Je suis désolé, c'est contraire au règlement de divulguer des informations personnelles ». Il a alors offert un objet au chercheur, déclenchant une crise de nerfs immédiate. Il reste hospitalisé en psychiatrie à ce jour. Peut-être que le test le plus intéressant de tous a été lorsque la Fondation a envoyé Maître Sheldon Katz, avocat principal du service juridique de la Fondation. Sa connaissance approfondie du droit des contrats mettrait l'entité SCP-138 face à un adversaire à sa hauteur. Cela s'est avéré être une décision fascinante, car l'entité est apparue sous la forme d'un professeur de droit particulièrement exigeant du cursus universitaire de Katz. Les deux ont négocié pendant 41 heures d'affilée, rédigeant un contrat de plus de 900 pages avant que Katz ne s'évanouisse d'épuisement. En plein milieu d'un débat sur la définition exacte du mot « droit », il n'y a eu aucune conséquence négative, l'entité ayant laissé une note dans une enveloppe en cuir rouge. « Revenez quand vous voulez, je ne me suis pas autant amusé depuis des années. » Monsieur Katz n'a pas exprimé le désir de le faire. Grâce au travail exemplaire de la Fondation SCP, il est très peu probable que vous vous retrouviez un jour face à SCP-138 et que vous vous retrouviez dans une situation où un mauvais choix de mots détruit irrémédiablement la vie telle que vous la connaissez. Mais si jamais vous vous retrouvez sur le point d'accepter un marché avec qui que ce soit prochainement, souvenez-vous d'un petit conseil de votre bon ami, Dr. Bob. Le diable se cache dans les détails. Celle-là, elle marque vraiment, non? Sur une note plus légère, l'un de mes doubleurs préférés, Joe Cliff Thompson, a rejoint un nouveau projet appelé Redacted. C'est une fiction audio d'enquête paranormale. Si vous aimez les histoires SCP ou cherchez plus de mystère, ça devrait vraiment vous plaire. Certains disent que Joe et moi avons des voix très proches, mais honnêtement, je ne le remarque pas. Ne vous fiez pas qu'à mon avis, écoutez vous-même. Dites-moi en commentaire si vous constatez une ressemblance, puis regardez une autre entrée des dossiers du Dr. Bob. Comme SCP-715 Mon visage que je pourrais être, une autre histoire impliquant d'étranges similitudes entre des individus.